Nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, donc dans Smart Patrimoine, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors, on va passer en revue les actualités du monde de l'art cette semaine et on commence par une actualité qui nous vient des États-Unis. New York dérégule les ventes aux enchères, Sybille. Voilà, c'est une nouvelle assez étonnante, assez brusque, parce que New York a appliqué une modification de la régulation qui concerne les ventes aux enchères. Donc dans la mesure phare, c'est à partir du 15 juin prochain, les commissaires-priseurs n'auront plus besoin d'une licence spécifique pour vendre leurs biens. Donc c'est une modification d'une régulation qui date quand même d'une trentaine d'années. Là, ça s'appelle la Local Law 80. Et ce changement a eu lieu déjà l'année dernière, mais c'est seulement dernièrement que les représentants des maisons de vente aux enchères ont été instruits des détails. Et alors pourquoi est-ce que cette loi a été modifiée, Sybille ? Alors les responsables de la ville prônent un allègement des règles, notamment pour fluidifier le business après le Covid, voilà, qui a pu un peu ternir les échanges. Oui. L'abrogation de la réglementation concerne un ensemble plus large parce qu'il assouplit l'obtention des licences pour d'autres secteurs, par exemple les blanchisseries, les cafés-terrasses, les salles de jeu. D'accord. Ouais. Mais retour au marché de l'art, il y a aussi eu d'autres allègements, aussi concernant l'affichage des prix sur le catalogue de vente. Donc quand on va dans une vente aux enchères, il y a un catalogue avec un prix affiché qui est le prix d'estimation et celui-ci ne pouvait pas être en dessous du prix de réserve. Alors pour rappel, le prix de réserve, c'est le prix minimum convenu pour la vente d'un lot entre le vendeur et la maison de vente aux enchères. Et désormais, ce prix affiché pourrait être en dessous de ce montant, alors même que le vendeur ne veut pas le vendre à ce prix-là. Et alors, si on s'intéresse maintenant à la réaction des acteurs du marché de l'art, une réaction plutôt positive ou négative à cette évolution de réglementation ? Les avis sont plutôt négatifs, effectivement, parce que ça ne va pas aider un marché qui traîne déjà une réputation d'opacité, voilà, à le rendre plus transparent. Et donc, dans leur communiqué, Christie's, Sotheby's et Philips disent qu'ils continueront sûrement à appliquer les exigences de l'ancienne réglementation. Et alors, on continue avec les actualités du monde de l'art cette semaine, et vous vouliez nous faire un point également sur les différentes acquisitions de la semaine, Sybille. Voilà, alors c'est le Musée national d'art moderne du Centre Pompidou qui va acquérir 400 œuvres cette année. La commission d'acquisition a eu lieu en janvier dernier. Et donc, parmi les acquisitions remarquables, il y a plusieurs pièces de design art déco de Pierre Charot, notamment la table Diabolo SN14 et la jardinière PF35, aussi un ensemble de collages et de céramiques de Marc Chagall. Et enfin, le cabinet d'art graphique reçoit des nouvelles acquisitions de Léon Tutunjian, un pionnier de l'abstraction, et de Louise Bourgeois. Alors là, on parle effectivement d'artistes décédés. Est-ce qu'il y a eu également des artistes contemporains, des artistes vivants ? Oui, concernant la création contemporaine, le Centre Pompidou acquiert une œuvre de Vincent Biouliès, qui est un membre fondateur du mouvement Support Surface, avec un tableau peint en 1983 qui s'appelle « Les barricades mystérieuses ». Et voilà, donc cette année, les amis du Centre Pompidou ont créé un groupe d'acquisition spécifiquement dédié à la scène française des années 50 à 80, donc ce qui témoigne de la volonté du musée d'apporter vraiment une attention particulière aux artistes français. Pour rappel, le budget annuel du Centre Pompidou est d'environ 2 millions d'euros. Et donc, pour acquérir toutes ces œuvres, il faut compter bien sûr sur la générosité des artistes, sur les legs, sur le soutien des mécènes. Et alors, au-delà du Centre Pompidou, on termine sur une acquisition, mais qui a été effectuée par le Château de Versailles. Oui, c'est le Château de Versailles qui acquiert le portrait de la première femme qui est entrée dans l'histoire, dans l'Académie royale de peinture et de sculpture. Elle s'appelle Catherine Duchemin. Alors, le tableau a été peint par un artiste anonyme de l'école française du XVIIe siècle, même s'il est possible que ce soit l'académicienne elle-même qui ait peint ce portrait-là. En tout cas, elle va rentrer dans cette collection de portraits d'académiciens qui est encore jusqu'aujourd'hui exclusivement masculin. Le Château de Versailles a préempté cette œuvre pour 300 000 € chez Art Curial en mars dernier, alors que son estimation était entre 100 et 150 000 €. Et donc, on avait déjà parlé sur ce plateau d'œuvres anciennes qui pouvaient éventuellement prendre de la valeur aujourd'hui. Donc voilà, c'était un bon exemple de revalorisation d'œuvres d'art, alors que les femmes sont mises en lumière aujourd'hui.
Alors qu'elles étaient peut-être un petit peu effacées dans Voilà, l'histoire hier. Et justement, ça nous fait une transition toute trouvée pour évoquer la cote de certains artistes, puisque Sybille, nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Jagnard, CEO et fondateur d'Art Traffic. Bonjour Laurent Jagnard. Bonjour. Alors je crois que vous vous définissez plutôt comme art traffiqueur numéro 1, c'est ça? C'est plutôt le Oui, titre que vous préférez? C'est une question d'étiquette, je préfère un CEO. Et alors justement, Art Traffic, c'est une galerie physique, c'est également une plateforme en ligne d'échange d'œuvres d'art, et vous avez lancé plus récemment Wedigart qui s'intéresse plus particulièrement à la cote des artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? À la fameuse cote, en l'occurrence, qui est totalement d'actualité par rapport Voilà. à la législation nouvelle aux États-Unis. Si vous voulez, le sujet de la cote, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand vous vendez des œuvres d'art et qui revient régulièrement également, surtout chez les acheteurs. Je pense que, avant de parler de ce que c'est que la cote, parce qu'il est important, il va être important de le rappeler, je pense qu'il est important de rappeler que le marché de l'art, même s'il utilise un grand nombre du vocabulaire du marché de la bourse, du marché financier, commencé par justement la cote, est un marché qui n'est pas régulé et contrôlé comme celui de la bourse. Et ça entretient justement, on va dire, ce paradigme selon lequel, pour acheter de l'art, et j'en discutais avec votre invité suivant juste avant, ça entretient ce paradigme selon lequel, pour acheter de l'art, il faut s'y connaître. C'est une élite d'expertise. Et ça fait partie des paradigmes, justement, que Art Traffic souhaite détruire, briser, pour rendre l'art un peu plus accessible, justement, apporter de la transparence, que vous abordiez également tout à l'heure. Régulier, mais il faut être un peu initié quand même. En fait, il faut savoir de quoi on parle. Oui, et justement, le sujet de la cote, quand on demande est-ce que cet artiste est coté, quelle est la cote de cet artiste, bien souvent, les gens ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Et historiquement, quand on s'attache au sens strict du marché, on va dire, de ce que c'est la cote, c'est ce qu'on appelle la cote dite officielle. Oui, officielle, qu'est-ce que c'est? Basée exclusivement sur les ventes aux enchères. D'accord. Pas les prix en galerie, pas les prix que vous pouvez avoir éventuellement en atelier, c'est exclusivement sur les ventes aux enchères. Donc ce qui implique beaucoup de choses, ça implique que pour avoir une cote, il faut avoir été vendu au moins une fois en vente aux enchères. Ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Ce qui est encore moins le cas, c'est que pour que cet indice soit fiable, il faut qu'il y ait eu un certain nombre de ventes réalisées pour avoir suffisamment de données, finalement, pour avoir un indice qui soit fiable. Et puis, idéalement, également des données qui soient à la fois internationales, que l'artiste ait été vendu dans plusieurs ventes aux enchères, et puis, idéalement, récemment également. Donc, finalement, c'est un indice qui est historique, mais qui ne concerne qu'un tout petit pan des artistes, et en particulier plutôt le haut du marché, pour que ce soit vraiment un indice fiable et on va dire surtout un indice qui soit cohérent et intéressant pour quelqu'un qui veut simplement acheter de l'art. Donc la cote, c'est un indice, c'est ce que vous nous dites. C'est quand on parle de la cote d'un indice, c'est d'un artiste, c'est un indice qui va nous expliquer si ça vaut tant. Et je caricature, mais ça veut dire que si une toile est vendue 20 000 euros, ça veut dire que sa cote c'est 20 000 euros. Si demain elle est vendue 40 000 euros, ça veut dire que sa cote elle passe automatiquement à la moyenne des deux. Ça va pas être aussi immédiat si vous voulez, parce que encore une fois, il faut qu'il y ait plusieurs ventes aux enchères et que l'on regarde justement quelles ont été les ventes aux enchères pratiquées pour se dire est-ce que c'est un coût exceptionnel parce que là il y avait un collectionneur en particulier qui voulait cette œuvre-là et qui du coup a fait monter la cote. C'est le principe de la cote. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes dans la salle qui sont intéressées pour faire monter le prix. Et puis en même temps, il faut savoir que la cote dite officielle dont on parle là, parce qu'on va pouvoir en parler d'autres, c'est une information qui est payante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible auprès de tout le monde. Il faut prendre soit un abonnement, soit un forfait auprès d'un site comme ArtPrice ou en tout cas, il faut faire de nombreuses recherches pour pouvoir... il faut avoir un bon tableur Google, si vous un bon tableur Excel, un bon Google, et effectivement aller chercher des informations, aller dans des galeries, dans des foires. À partir du moment où on s'intéresse à un artiste, c'est relativement effectivement complexe. Et encore une fois, si on parle de la cote officielle, c'est une donnée qui est, on va dire, qui ne concerne qu'un tout petit pan du marché pour que ce soit vraiment une donnée qu'il faut intégrer dans une logique patrimoniale, si on est dans une logique d'investissement, de se dire, OK, est-ce que c'est un bon investissement? Parce que finalement, derrière la question, est-ce que cet artiste est coté? C'est le vrai sens de la question, c'est quelle est la valeur? Un bon investissement. Oui, bien sûr. Alors du coup, vous avez créé donc Art Traffic et Wedigart. Est-ce que vous pouvez déjà nous détailler quelles sont les différences entre les deux et pourquoi vous avez créé ensuite Wedigart? Alors Art Traffic, c'est vraiment la première étape qui s'est créée depuis 6 ans. Notre baseline depuis le départ, c'est l'achat d'art décomplexé. C'est justement cette ambition de briser ce paradigme selon lequel acheter de l'art serait réservé à une élite d'initiés ou à une élite financière. C'est forcément trop cher. Ce qui est faux, et on en fait la démonstration. Et donc pour ça, en fait, on a fait une étude de marché pour regarder quels étaient les freins finalement de beaucoup de personnes pour ce qui était d'acheter une œuvre d'art. Et Art Traffic, du coup, arrive avec des propositions pour lever ces freins. C'est pour ça que, par exemple, on a lancé, et ça, on est les seuls à le faire encore aujourd'hui, la première garantie de rachat pendant 5 ans au prix d'achat.
Parce que les gens ont peur de se tromper. C'est ça un des freins Alors, qui empêche d'acheter de l'art. ont peur de se tromper, peuvent avoir aussi envie de changer de goût, voilà, ils ont envie de changer leur décoration. Et quand vous achetez une œuvre d'art et que vous mettez 3 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, si vous avez envie de changer, le sujet est comment je fais derrière pour éventuellement la vendre, la revendre, et Bien à sûr. quel prix. C'est pour ça qu'on a également lancé un service entre notre communauté, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs Art Trafficker, un service de revente entre particuliers, Le sans PAP, commission. là, des- Oui, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vendre une œuvre d'art que vous avez chez vous. Alors bien sûr, vous pouvez la vendre aux enchères, mais voilà, il faut aller dans la bonne vente pour que vous ayez la bonne population, pour essayer d'en tirer un bon prix, et espérer qu'il y ait 2 personnes dans la salle qui soient intéressées. Ou alors après, vous pouvez essayer de trouver un ami à qui vous allez vendre l'œuvre parce qu'il va l'aimer et vous allez lui faire un prix d'ami. Il y a sur tout un pan du marché, encore une fois, il y a, voilà, si vous avez un Picasso, toutes les maisons de vente vont se battre pour l'avoir. Si vous n'avez pas un Picasso, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, on a créé ce service justement pour rendre service à notre communauté, pour pouvoir également revendre, entre eux, et donner une seconde vie à une œuvre d'art qui va plaire à quelqu'un. Un mot peut-être sur Wedigard, justement, pour faire le lien ensuite avec la cote. Alors, si vous voulez, Wedigard, c'est l'étape supplémentaire, justement, c'est que, si vous voulez, la nouvelle génération des acheteurs d'art, les nouveaux collectionneurs, aujourd'hui, demandent une transparence au niveau du marché. Et justement, on sait que la cote officielle, ensuite, elle est éminemment manipulée et manipulable. Ce serait un peu plus long à expliquer, un peu plus technique. Et il n'existe pas, justement, d'indicateur basé sur les prix réels du marché. Il existe, encore une fois, la cote officielle. Il y a une cote qui s'appelle ICAC, mais qui est une cote déclarative par les artistes. C'est-à-dire qu'ils vont sur le site internet, ils déclarent leur titre. Donc, on est sur une cote déclarative. Mais il n'y avait pas d'indicateur général. Et c'est pour ça qu'on a créé justement Wedigard. C'est pour apporter cette transparence. Avec un indicateur particulier. Si vous voulez, il y a 2 services. Le premier service, c'est que vous êtes intéressé par un artiste. Vous n'avez pas besoin d'aller sur 2, 3, 4, 5, 6 sites. Dans Wedigard, dans l'application, vous trouvez l'ensemble des œuvres disponibles actuellement à la vente sur Internet. Ça vous permet de suivre l'artiste, vous êtes informé, etc. Donc c'est vraiment un moteur de recherche. On indexe le contenu que l'on trouve sur Internet en termes d'œuvres en vente par artiste. Mais comme on collecte, si vous voulez, toutes ces données par artiste, par médium, peinture, sculpture, dessin, et également les dimensions des œuvres, et du coup, on a une base de données qui est la seule, qui agrège l'intégralité des prix pratiqués par un artiste sur Internet. D'accord. Et qui crée une nouvelle cote, du coup, un nouvel indice. Un nouvel indice, et qui est, lui, basé sur les prix affichés, pratiqués, réels du marché, aujourd'hui, demain et hier, avec la tendance, bien évidemment. Avant transaction, pardon. Avant transaction, oui, tout à fait, avant transaction. Ça, c'est ce que vous appelez l'APRI. L'APRI, oui, c'est l'Artist Price Ratio Index. C'est globalement, pour faire simple, c'est le prix moyen constaté sur une base de référence de 1 mètre par 1 mètre, pour une œuvre de 1 mètre par 1 mètre. Et ensuite, vous avez une calculatrice qui vous permet de dire, si vous avez une œuvre de 150 par 120, vous rentrez les dimensions, ça vous dit quel est le prix moyen constaté pour cette œuvre-là, pour cette dimension-là. Et puis après aussi, en fonction des supports utilisés et des matières. Oui, parce qu'il faut comparer les choux avec les choux, les carottes avec les carottes, en ce sens que, si vous voulez, vous êtes un artiste peintre, vous allez avoir des peintures, mais vous allez potentiellement avoir des dessins, et puis vous allez avoir des éditions d'art. Bien sûr, on ne peut pas valoriser de la même manière une peinture originale, une édition d'art ou un dessin. Donc on calcule cet indice-là par artiste et par médium. Et après, vous parlez aussi du delta à prix, parce que c'est ça qui était intéressant, c'était de montrer qu'il y avait des différences de prix internationalement. Il y a une grosse différence de prix, c'est que ça met en évidence, parce qu'effectivement, on calcule le delta APRI, qui est l'écart moyen. C'est-à-dire que pour un artiste, vous allez avoir des écarts moyens constatés sur le marché de temps à temps. Ce qui veut dire qu'un artiste qui a un delta APRI à 0, ça veut dire que toutes ses œuvres, toutes proportions gardées, sont vendues au même prix partout. D'accord. Par contre, s'il y a un delta APRI de 10, 15, 20, 30%, ça veut dire qu'on constate des écarts de prix d'un vendeur à un autre de 10, 15, 20%, et c'est une réalité du marché. Et donc, du coup, nous, quand on regarde ce chiffre-là, tout marché confondu, parce qu'on parle de plus de 400 000 artistes, 156 pays nationalités, on est sur un peu plus de 4 millions d'œuvres, on s'aperçoit que le delta APRI global, il est de 28%. Donc il y a 28% de différence entre les différents prix qui sont proposés à travers le monde sur un artiste. Pour un même artiste, une même œuvre. Et alors une dernière question pour finir, est-ce que vous constatez des grosses différences entre votre indice APRI, la cote officielle des maisons de vente aux enchères et le troisième indice dont vous nous parliez, qui est celui le déclaratif des artistes? Alors, je vous avoue, je ne regarde pas trop le comparatif par rapport à l'ICAC. En revanche, quand on regarde effectivement l'indice de la cote officielle et l'APRI,
Oui, il y a des écarts qui sont extrêmement importants, mais après ça s'explique. On n'est pas sur le même marché Oui. entre le marché galerie, ce qu'on appelle le premier marché, et le second marché qui est celui de la vente aux enchères. Mais oui, mais en revanche, là où ça devient très intéressant, et ça fait partie des objectifs de l'application Widyard, c'est qu'à un moment donné, de mettre en rapport les prix pratiqués en galerie ou sur le net et le prix en vente aux enchères, finalement, ça vous donne une vraie lecture de où se situe l'artiste, quel est son potentiel d'évolution, quelle est son appétence du marché, du marché pour cet artiste-là. Et là, ça devient intéressant. Et on a envie justement d'afficher ces deux prix l'un à côté de l'autre. Pour comprendre effectivement que le second marché finalement qui peut exister pour ces œuvres d'art. Merci beaucoup Laurent Jagnard. Je rappelle que vous êtes art traffiqueur numéro 1, mais surtout ou aussi CEO et fondateur d'Art Traffic. Merci Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart, donc pour l'art à la une. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.